c'était à une autre époque, ça ne nous rajeunit pas. C'était à cette époque-là où Mathieu Kérékou bénéficiait encore de l'état de grâce, et puis la suite n'a pas été un long fleuve tranquille, mais avant d'évoluer, juste savoir, vous avez travaillé avec Mathieu Kérékou de longues années durant, est-ce qu'il s'est expliqué, est-ce qu'il vous a parlé du rôle que chacun des acteurs du 26 octobre ont joué? Je veux dire Michel Aïpé, le colonel Assoba, Janvier, le colonel Aladaye, lui-même, est-ce qu'il ne s'est jamais répandu sur cette question-là? On a dit qu'il n'avait pas directement participé au coup d'État. Si vous en avez parlé avec lui. Winner, Oui. Étant donné ma proximité avec le général, étant donné le temps que j'ai passé avec lui, à ses côtés, dans le fonctionnement de l'équipe gouvernementale qu'il a dirigée pendant 10 ans, et avant cela, ma qualité, mon statut de membre du comité central, les occasions multiples et très fréquentes que j'ai eu de travailler avec lui, j'ai eu la chance et le privilège d'enregistrer auprès de lui-même et de certains autres acteurs beaucoup de témoignages sur la réalité du déroulement des événements de cette période. Mais ce ne serait pas responsable de ma part de venir faire témoignage ici, au micro de Canal 3, alors que l'acteur principal, je dis bien l'acteur principal, qu'est Mathieu Kérékou, il est encore là, grâce à Dieu, il est vivant, il est encore avec nous, et je le souhaite pour longtemps encore. Je suggère que Canal 3 se porte vers ces acteurs réels-là, dont un certain nombre sont encore vivants, à commencer par leur chef. J'ai souvent entendu beaucoup d'affabulations, beaucoup de déformations, beaucoup de distorsions sur la narration des faits, y compris souvent même par des personnes qui n'en savaient rien du tout. Moi, je n'ai pas été un acteur du 26 octobre. J'étais proche de certains milieux militaires. J'ai eu beaucoup d'amis officiers supérieurs militaires. C'est d'ailleurs pour cette raison que je viens de vous dire, j'ai connu le président Kérékou chez lui, au domicile qu'il habite jusqu'à aujourd'hui, en 1969. C'est là que je l'ai connu pour la première fois. Je l'ai fréquenté un peu, Maurice Kouandété, Afouda, le docteur Boni, Glélé Marcelin, Kitoyi, le regretté président Alphonse Allais. Tous ces officiers-là, je les ai connus et fréquentés. Donc, je sais un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas le lieu, pour moi, je pense, de me substituer à ces acteurs-là pour venir présenter ce qu'on pourrait peut-être appeler la version réelle des événements de cette époque. Monsieur le ministre, on peut considérer que ceci a quand même valeur d'aveu, de confirmation, un peu, ce qu'on a entendu là, confirmation. Je ne sais pas ce que vous cherchez à confirmer ou à infirmer. Moi, je vous dis seulement que je sais que le 26 octobre 1972... Et c'est là qu'il est allé au feu. Qu'est-ce que vous appelez aller au feu? Le 26 octobre, il n'y a pas eu un seul coup de feu, justement. Il n'y a pas eu un seul coup de feu. C'est un coup d'État. J'étais directeur de publication de Jeunesse Patriotique et l'éditorial que j'ai rédigé, je me souviens avoir apprécié d'ailleurs ce que j'avais appelé à l'époque l'impeccabilité technique du coup. C'est le coup le plus propre, le plus simple. Ça s'est fait en douceur. Travail de professionnel en soi. Vous savez, certains de ceux que vous appelez les professionnels sont encore vivants. Et il faudrait que... je constate que nos journalistes ne s'investissent pas dans le travail d'investigation historique pour enregistrer des témoignages auprès des acteurs réels. Nous allons prendre notre part de devoir de mémoire. Chez nous, le conseil présidentiel est donc tombé comme un fruit mûr. Et puis, il y a eu ce comme un fruit plus que mûr, c'était un fruit pourri. Pourri, en effet. D'aucuns parlent de 1975 comme du tournant. Mettons, on est passé du GMR à un régime un peu plus civil. Est-ce que précisément, on peut considérer qu'à partir de ce moment-là, on a tourné dos
à l'héritage, à l'enthousiasme du 26 octobre 1972? C'est une question intéressante et même plus que ça, c'est une question importante. Quand on fait une rétrospective de l'évolution historique générale de notre pays, qu'on aime Kérékou ou qu'on ne l'aime pas, qu'on le déteste ou qu'on l'adore, on ne peut pas ne pas reconnaître que le régime du GMR, qui l'a fait entrer dans la scène historique de notre pays, et qui a duré de 1972 jusqu'à 1980 en réalité. C'est en 1980 que le GMR a cessé d'exister, avec la formation d'un gouvernement consécutif à la mise en œuvre de la loi fondamentale de 1977 et à la formation du premier gouvernement civil en février 1980. Ce gouvernement, ce régime est celui qui a bénéficié dans toute l'histoire nationale du plus grand enthousiasme populaire, de la plus forte adhésion au sein des populations, au sein de l'opinion publique, dans les différentes sensibilités. C'est plus tard, beaucoup plus tard, que les lignes de fracture ont commencé à se manifester. Et là, vous avez raison en soulignant que la date de 1975 c'est une césure, a été celle de la césure. Mais en fait, avant cela, déjà la proclamation de juillet 74 à Goro, de juillet ou novembre 74, je crois, à Goro, où le président Kérékou a proclamé que l'option idéologique du Dahomey, c'était le marxisme, léninisme, oui, monsieur le ministre, et le socialisme. Est-ce que c'était une erreur que de faire cette option-là, de faire ce choix-là, ce virage en novembre 74 à Goro? Aucun individu ne commet jamais une erreur en faisant un choix idéologique quelconque, quel qu'il soit, sauf les choix idéologiques qui sont manifestement, ouvertement ou de manière évidente aux antipodes des valeurs universelles que sont les droits de l'homme, la liberté, etc. Le nazisme est une idéologie. Je pense que c'est une erreur fondamentale que d'avoir fait une telle option idéologique. Mais une option qui est un choix de société, un modèle de société. Le marxisme-léninisme... Bénin, un pays comme le nôtre, pays qui n'a peut-être pas les fondamentaux pour supporter... Le capitalisme que nous pratiquons a les fondamentaux africains. Winner. Nous, intellectuels africains, nous posons souvent très mal des questions importantes. Et nous récitons un peu le discours des autres, y compris de nos anciens maîtres, en disant des choses qui n'ont pas de fondement rationnel. Les questionnements politiques, philosophiques, idéologiques doivent être posés de manière pertinente. Lorsque vous parlez du marxisme-léninisme en ces termes, c'est toujours en termes négatifs. Mais il est rare qu'on entende dire que le capitalisme, qui est tout autant une idéologie, et Dieu sait que c'est une idéologie, puisque c'est par rapport au capitalisme que le marxisme s'est posé en idéologie contradictoire. Laissez-moi finir d'un mot. Ce que je veux dire, moi, c'est que ce n'est pas une erreur d'avoir choisi le marxisme-léninisme comme option idéologique ou orientation politique pour le pays. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix libre et souverain. Et même la constitution que nous avons en place aujourd'hui autorise des citoyens à faire de telles options. Sinon, c'est quoi le PCB? Et le PCB a parfaitement le droit, la constitution du 11 décembre l'autorise à faire cela. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que l'erreur se situe à un autre niveau. L'erreur se situe
à ce niveau-là où cette option, ce choix de société a été choisi, a été imposé comme idéologie officielle de l'État béninois. C'est là où il y a le problème. Vous aviez poussé dans ce sens-là, Pierre Tchor? Vous étiez des acteurs... Non, vous seriez surpris ou étonné de savoir que dès 1973, je suis allé faire mon doctorat à Aix-en-Provence en France. Donc c'est depuis Aix-en-Provence que, suivant l'évolution des événements dans mon pays, j'ai su qu'il y avait eu ça en 1974 et l'année suivante, en 1975, la création du PRPB et la proclamation de la République populaire du Bénin. J'ai estimé à l'époque que c'était une bonne chose. J'en étais personnellement content et satisfait. Je dois vous le reconnaître aujourd'hui. Mais c'est avec le temps, avec l'évolution, avec l'observation des évolutions internes et de la maturation des idées politiques dans notre pays, avec le constat aussi des dérives internes du système politique du PAPB, que j'ai compris, que je suis revenu sur mon propre jugement personnel en estimant que le problème que nous avons créé dans le pays et qui était un problème insoluble, c'est le fait d'avoir, premièrement, proclamé en 1975 ce que nous venons de rappeler, deuxièmement, en inscrivant dans la loi fondamentale de 1977 ce que j'appellerais une disposition qui avait un caractère de verrou constitutionnel. À savoir que la loi fondamentale dit que l'idéologie officielle, c'est le marxisme, le léninisme, le socialisme scientifique. Et que aucune modification de la Constitution ne peut remettre en cause cette option-là. Je dis, non, c'est avec le recul, avec la réflexion. Sans doute que j'ai pris de l'âge, ma réflexion, ma capacité d'analyse et d'introspection m'ont amené à comprendre que c'était là l'erreur politique majeure qui avait été commise. Cette disposition était en réalité incompatible ou contradictoire, en tout cas, avec l'affirmation des principes universels de la liberté d'expression, d'opinion, liberté religieuse, associative, etc. Et les dispositions de la loi fondamentale contenaient toutes ces garanties-là. Mais dans les faits, la loi fondamentale a instauré et institutionnalisé un régime monolithique. Et les problèmes majeurs sont partis de là. Et c'est parce que, justement, on a compris que c'était là la source majeure du blocage que on a cherché et trouvé la formule Ça veut permettant... dire que si c'était à refaire, il y a certaines choses que vous ne referez plus à court sur